Midi, il est 1 heure, donc nous devrions commencer. Je voudrais accueillir ceux qui sont à l'ouest, bonjour, et ceux qui sont à l'est, bon après-midi. Bienvenue au Centre Boost de défense des droits des enfants et de la jeunesse. Je m'appelle Rachel Birnbaum et je serai celle qui sera à la charge du webinaire. Je suis professeure au Collège universitaire King's de l'Université Western. J'enseigne des enjeux concernant les enfants et le droit. Avant de commencer notre session, quelques enjeux administratifs. Les participants qui nous écoutent en français, veuillez cliquer sur le bouton Floor. Après ça, vous sélectionnez French, français, et vous écouterez en français. Ceux qui sont en anglais, French, français, et vous écouterez en français. Ceux qui sont en anglais, vous cliquez sur anglais pour l'écran de la présentation. Vous pouvez aussi télécharger la présentation en français en cliquant sur les documents du côté droit aussi. Nous aurons une foire aux questions pendant les 5 ou 10 dernières minutes du webinaire. Donc, attendez ou soumettez vos questions sur le panel du côté gauche et vous cliquez message participant et vous écrivez votre question. J'arriverai sans doute à ces questions une fois que j'aurai complété le webinaire. Veuillez inclure, si vous êtes en groupe, la quantité de participants dans Messaging et après dans Participants. Commençons alors. Ceci est, disons, une présentation à 2 composantes que je vais vous présenter concernant l'impact que cela aura sur la nouvelle loi sur le divorce qui arrivera en juillet de cette année. Les objectifs d'apprentissage sont d'apprendre sur l'importance de la participation des enfants pendant la séparation et le divorce, apprendre davantage sur le rapport sur le point de vue des enfants en Alberta, Colombie-Britannique, on l'appelle parfois les rapports sur le point de vue des enfants, la vision des enfants, et j'ai été à la charge de ce qui s'est passé en Ontario, donc j'en parlerai. Et nous allons parler de comment cela est en conformité avec la partie centrale de la nouvelle loi sur le divorce qui, comme j'ai dit, arrivera en juillet du 2020. Donc, quand on entend le divorce qui, comme j'ai dit, arrivera en juillet du 2020. Donc, quand on entend les enfants, on peut le faire de façon différente. Avant, pendant le tribunal, parfois, nous avons des déclarations faites par les parents qui sont écrites dans des serments, des déclarations sous serment, et parfois, les parents entendent ce qu'ils veulent entendre. Comme vous le savez, nous vivons dans l'ère de la technologie où tout le monde a un téléphone cellulaire, tout le monde veut enregistrer son enfant. Donc, c'est une autre façon d'obtenir ce genre d'informations avant le tribunal. On se demande aussi en quelle mesure ces enregistrements sont confiables sans que les enfants le sachent ou sans l'autre parent aussi. Après, nous avons des déclarations par ouï-dire des enseignants, des médecins, des thérapeutes, un rapport sur quelque chose. À travers le pays, il existe des évaluations de garde et toutes les provinces et territoires ont des rapports financés au privé ou par le gouvernement qui sont fournis au tribunal. Si c'est face au tribunal ou on se trouve en médiation ou une espèce de médiation arbitrage. On a, comme je l'ai dit, le rapport sur le point de vue des enfants. On l'a à l'Est, en Nouvelle-Écosse, en Ontario, et après ça, nous avons un avocat qui représente l'enfant et qui rapporte au tribunal quels sont les points de vue de l'enfant. Maintenant, le rôle de l'avocat est très différent et
pas toutes les provinces et territoires ont des avocats de l'enfant. Donc, on a l'avocat des enfants dans les territoires du Nord-Ouest et ils prennent un point de vue instructionnel. Ils voient les enfants et les jeunes comme étant leurs clients et prennent instruction de leurs clients. En Colombie-Britannique, ils sont en train d'essayer de faire que quelques avocats puissent représenter les enfants, mais ils y travaillent encore. En Alberta, par exemple, ils ont des avocats des enfants, surtout en ce qui concerne la protection des enfants, le bien-être des enfants, pour représenter des enfants. Et parfois, ils ont des avocats qui les représentent dans un différent de parentage. L'Ontario est probablement le programme financé par le gouvernement le plus robuste, où nous avons des avocats qui représentent les enfants tant dans des différends entre parents et aussi dans le mieux-être des enfants. Le Québec a aussi un programme à ses enfants et récemment, la Nouvelle-Écosse on est en train d'essayer, je pense qu'il n'y a qu'un avocat qui représente les enfants dans de différents procès et je sais que cela se passe, mais ce n'est pas aussi robuste. On a aussi une entrevue judiciaire avec un juge ou un médiateur. Vous avez peut-être entendu parler du travail que j'ai fait avec des juges qui font des entrevues aux enfants et j'ai fait de la recherche là-dessus à travers le Canada. Je serais très contente à la fin de cette présentation. Si quelqu'un veut m'envoyer un courriel et vous me dites que vous voulez cet article-là, je serais très contente de vous le transmettre. Bon, parlons-nous de choix ou de voix. On en a écrit un peu là-dessus, moi avec Nick Bala, Patricia Hebert et moi-même. Tandis que la plupart des enfants souhaitent être entendus, très peu de choisir entre leurs parents, car ils veulent avoir des relations solides avec leurs deux parents. Et donc, il y a une différence entre vouloir être entendu et vouloir prendre un choix. Et la recherche le prouve. Cette recherche que j'ai faite par rapport à de différentes études où on a interviewé les enfants dans de différentes circonstances dans le monde entier, vraiment. Et le consensus est que oui, ils veulent être entendus, mais ils ne veulent pas choisir entre un parent ou l'autre. C'est soit les parents qui devraient le faire selon eux ou que le juge le fasse. Alors, quelle est alors la valeur d'entendre les enfants? Bon, l'ancienne juge en chef du Canada a été très claire. Elle a dit que c'est très important d'entendre les enfants et si on veut vraiment entendre ce qu'ils pensent, on devrait le leur demander. Et moi, je vous dirais que si vous allez le leur demander, il est mieux de leur donner. Le Canada a été très clair. Elle a dit que c'est très important d'entendre les enfants et si on veut vraiment entendre ce qu'ils pensent, on devrait le leur demander. Et moi, je vous dirais que si vous allez le leur demander, il est mieux de leur donner des services de façon égale à travers le pays. Pourquoi est-ce qu'une province devrait avoir plus de services que d'autres provinces pour entendre les enfants si en fait c'est ce qu'on est en train de promouvoir, d'entendre les enfants? Et fréquemment, les enfants ne sont pas vraiment conscients des sentiments réels de leurs enfants et cela pourrait aider à régler quelques-unes de ces situations. Et nous savons aussi qu'on a de meilleurs résultats quand l'enfant participe par rapport aux relations avec les deux parents. Alors, les rapports sur le point de vue de l'enfant s'utilisent de plus en plus à travers le Canada pour mieux comprendre les points de vue et les préférences des enfants. Une évaluation de parentage complète où on fait une entrevue aux deux parents et on parle à d'autres personnes telles que vous-même qui pourraient être impliquées à certains de ces enjeux, les enseignants, les médecins. Et pour vous donner un exemple, vous voyez peut-être une évaluation de parentage, l'Ontario semble être à la tête, peut-être 20, 30 000 dollars versus un rapport sur le point de vue de l'enfant qui pourrait coûter de 3 à 5 000 dollars. Mais ça ne devrait pas être plus que cela. Quand même, il y a encore des controverses et de la confusion à travers le pays parce que, bien évidemment, tout le monde veut le faire de façon différente. Parlons-nous d'un point de vue ou en fait sommes-nous en train de parler des faits du cas?
Est-ce que le rapporteur, typiquement le professionnel de santé mentale, quoique je suis conscient du fait que les avocats en font la majorité en Colombie-Britannique se fondent sur la confiabilité de ce qu'ont les enfants à dire, surtout quand on parle de ce qu'on appelle un enfant aliéné qui a de très fortes idées par rapport à l'autre parent. En quelle mesure est-ce que cela est confiable, le rapport que l'enfant donne? Peut-être ils sont influencés par le parent avec lequel ils habitent. Donc, on a encore un manque de consistance dans le processus. Alors, comme je l'ai déjà dit, en Colombie-Britannique, il existe des lignes directrices de pratique qui ont été émises par ce groupe. La plupart des avocats et quelques professionnels de santé mentale en Colombie-Britannique, au Manitoba, à l'île du Prince du tribunal, en Alberta et au Québec, on a la note de pratique numéro 7 et on a en Nouvelle-Écosse de 2015 des lignes directrices par rapport au rapport sur le point de vue de l'enfant. Tout cela est disponible en ligne si vous le désirez et si vous ne le trouvez pas, je vous l'enverrai avec plaisir. En Ontario, on le faisait très peu avant le 2016 et je me suis impliquée en fait à cela parce que j'ai commencé à en entendre parler. J'ai vu qu'il n'y avait pas de normes, de ligne directrice, ce qui est toujours une inquiétude pour moi du point de vue de comment on le fait et surtout si on le fait de façon différente. Et avec ce projet-là, on a réussi et cela est maintenant une partie de la série de services que le bureau de l'avocat des enfants offre ici en Ontario. Donc, par rapport au financement, je veux remercier quelques-uns de mes collègues du comité, des collègues de la Fondation de loi de l'Ontario. On en a commencé à parler en 2014 et vous pouvez comprendre qu'on a eu plusieurs enjeux. C'est l'alarme de feu. J'espère que ça ne va pas durer trop longtemps là. Vous pouvez vous rendre compte que qu'en tant qu'universitaire, je ne peux pas subitement travailler avec le tribunal. Donc, le bureau de l'avocat des enfants a été l'intermédiaire. Ils ont été gentils et m'ont permis d'utiliser leurs travailleurs sociaux. On a fait de la formation et on l'a développé dans de différents sites de tribunaux, à peu près 11 à travers la province. Ces sites de tribunaux ont été choisis pour un couple de raisons. D'abord, pour voir des différences entre l'urbain et le rural, de différents types de populations, de différents enjeux. Et comme je vous l'ai déjà dit, on a eu assez de soutien administratif de la part du bureau de l'avocat des enfants. On les a assignés, on les a administrés, les travailleurs sociaux envoyaient des rapports et moi, j'étais toujours en coulisses à attendre que tout se termine et après cela, je faisais la recherche. On a fait la formation pour à peu près 120 d'entre eux et la raison pour laquelle j'ai choisi le bureau de l'avocat des enfants, c'est parce que les tribunaux connaissaient leur travail et acceptaient leur travail et ils avaient déjà été examinés par le bureau de l'avocat des enfants, ce qui était très important. Ils pouvaient travailler avec les enfants parce que si on ne sait pas comment interviewer des enfants, cela ne se serait pas bien passé. Donc, ils ont été payer exactement les mêmes frais, point de vue, temps de voyage, administration. Et après cela, j'ai négocié parce que dans quelques cas, c'est-à-dire, c'était pas que tous les enfants soient automatiquement acceptés par le bureau de l'avocat des enfants, même s'ils sont renvoyés par le tribunal à ce qu'un avocat fasse une évaluation. Donc, c'est des cas où le BAE probablement ne les aurait pas acceptés. Donc, l'accord était que si cela exigeait davantage de travail, donc si le travailleur social voyait qu'il y avait des enjeux sérieux avec l'enfant, alors là, il pourrait le sortir du projet et retourner au bureau pour obtenir un rapport plus complet. Et de nos jours, il n'y a jamais eu
d'avocats ou d'avocats ou de professionnels de santé mentale qui est à témoigner. Et comme je l'ai dit, j'étais déjà en coulisses. J'ai interviewé peut-être 86 enfants, 38 garçons et 48 filles. L'âge moyen était d'à peu près 12 ans. L'enjeu le plus commun était comment arranger les parents, les jours, etc. Mais bien évidemment, on a eu à peu près 11 cas où les enfants n'avaient pas vu le parent de 6 mois à 2 ans. Et le tribunal avait besoin d'informations du point de vue de l'enfant. On a eu à peu près 70% des cas qui ont été réglés comme résultat direct de ces rapports. Et ce n'est pas seulement parce que Rachel le dit, mais quand j'ai entrevu le parent, les gens qui font ces cas qui me l'ont dit. 3 de ces cas ont dû être envoyés au bien-être de l'enfance. Et comme je vous l'ai dit, personne n'aurait jamais vu ces enfants ou aurait su qu'il existait un problème. Donc, ceci a vraiment agi comme premier pas d'un triage. Qu'est-ce qui se passe avec ces enfants? Combien de travail doit-on mettre pour aider cette famille? Et donc, de cela, j'ai interviewé 34 enfants, 22 filles et 12 garçons. J'ai interviewé 41 parents ou tuteurs. Quelques-unes étaient des grand-mères maternelles. J'ai interviewé 29 cliniciens, 35 avocats des parents et 28 des juges. Donc, c'est la première recherche que je connaisse en Amérique du Nord et je suis assez sûre qu'ailleurs, qui est vraiment fait, disons, une analyse de toutes les perspectives parce que ce que les enfants ont à dire est très différent que ce que les parents ou les travailleurs sociaux ont à dire. Donc, cela a été très intéressant. Je vais vous donner un couple des résultats. Si vous voulez voir tous les résultats, je vous prie de vous sentir libre de m'envoyer un courriel et je vous l'enverrai avec plaisir. Donc, en fait, les parents, les enfants et les professionnels ont été généralement satisfaits. Pour les parents, cela a été intéressant parce que quand on fait une évaluation de parentage, vous savez que beaucoup de fois, on est en train de juger la façon d'être un parent d'un parent. Et cela n'avait rien à voir avec cela. Il s'agissait seulement d'interviewer l'enfant seulement 2 occasions sans recueillir autres informations et de rapporter ce qu'ils veulent eux, les enfants du processus. Cela n'avait rien à voir avec dire des choses négatives ou chercher des choses négatives par rapport à un parent ou à un autre. Et comme je l'ai déjà dit, dans plusieurs cas, on a divulgué de mauvais traitements et les juges l'ont trouvé très utile parce que vous pouvez comprendre qu'à travers le pays, assistance juridique est en train d'être réduite de façon importante. Les frais des avocats sont extrêmement élevés. La majorité des parents qui viennent au tribunal sont sans avocat. Donc, les juges ont des problèmes au tribunal par rapport à savoir que faire ou comment obtenir de l'information parce que tout ce qu'ils obtiennent, c'est 2 parents qui disent typiquement de mauvaises choses l'un de l'autre et ne parlent beaucoup de ce qui est en train de se passer avec ces enfants. Alors, quelles sont quelques-unes des leçons apprises? Bon, tout d'abord, enfants. Alors, quelles sont quelques-unes des leçons apprises? Bon, tout d'abord, ceci ne veut remplacer aucunement une évaluation de parentage là où il existe des enjeux plus graves, par exemple l'alcool, les drogues, la violence familiale, là où, par exemple, les enfants exigent des évaluations beaucoup plus approfondies parce qu'ils ont beaucoup de problèmes. Cela ne va pas remplacer la représentation des enfants ou la médiation. Il s'agit tout simplement d'un autre outil dans la boîte à outils que le système peut utiliser pour obtenir de l'information de la part des enfants de façon beaucoup plus rapide et moins chère et, comme je l'ai déjà dit, en situation, disons, de triage. Et surtout,
quand maintes fois les enfants sont, disons, perdus au sein du système parce que l'on n'a pas eu l'occasion de les voir, et ceci fournit une voie où ils n'en ont eu jamais jusqu'aujourd'hui. Maintenant, je voudrais changer un peu et parler un tout petit peu des dispositions de parentage dans la nouvelle loi sur le divorce. Quelques-uns d'entre vous auraient peut-être entendu que la loi fédérale sur le divorce est fédérale à travers toutes les provinces et territoires. Donc, c'est la loi qui est en train de changer. C'est là la loi où les gens se marient, se séparent, et les autres provinces et territoires ont leur propre loi provinciale et territoriale sur les couples non mariés. Donc, on a eu des changements importants dans la législation, surtout soit là pendant le dernier couple d'années, ont déjà passé vers des concepts plus axés sur les enfants, tels que les plans parentaux, le temps parental au lieu de la garde ou l'accès. Donc, à partir de juillet, le terme garde, je veux une ordonnance pour la garde ou pour l'accès, ces concepts n'existeront plus. Le libellé sera maintenant un plan de parentage que les parents devront présenter, et l'un ou deux des parents recevront du temps de parentage. Cela change la loi de façon importante, et dans beaucoup de provinces, ils devront maintenant changer leur législation provinciale afin que cela soit consistant avec la législation fédérale. Alors, cela veut dire aussi de nouvelles obligations par rapport aux parents et aux avocats. Considérer le mal que le conflit est en train de causer dans les enfants et commencer à considérer le mal que le conflit est en train de causer dans les enfants et commencer à considérer, ce qu'ils n'avaient pas fait auparavant, davantage de méthodes substitutives de résolution des différends. Par exemple, la coordination des parents et que faire pour exprimer la voix des enfants face au tribunal. Cela donnera plus de consistance par rapport à l'analyse de l'intérêt supérieur de l'enfant à travers le pays, et aussi les lois qui gouvernent les demandes de déménagement. Ça va changer de façon importante. Comme beaucoup d'entre vous savez, la Nouvelle-Écosse a déjà changé sa loi par rapport au déménagement, et cela va aussi améliorer la divulgation financière, typiquement pour le soutien des enfants, et cela va aider à soutenir ces services de recalcul, et on aura aussi un grand impact sur la convention de la Claire. Comment sera le libellé? On devra faire des changements aussi parce que maintenant, on parle de parentage, de temps de parentage et non pas de garde et d'accès qui était une partie de la Convention de la Haye. Alors, parlons un peu de ces nouveaux concepts et de ce que cela veut dire. Alors, il existe des décisions importantes établies dans la nouvelle loi sur le divorce. Il ne s'agit pas d'une liste toute inclusive, mais le tribunal doit les prendre en compte du point de vue de la santé, l'éducation. On s'axe plus maintenant sur la culture, la langue, la religion, la spiritualité et des activités parascolaires majeures. Donc, le temps parental veut dire que le temps que l'enfant passe dans les mains de la personne, qu'il soit physiquement avec cette personne ou pas pendant tout le temps. Donc, il ne s'agit pas ici de subitement un parentage partagé. Non, il ne s'agit pas de cela. Il s'agit de temps parental, et ça fonctionne de la même façon. L'enfant vivra avec la mère, disons, de lundi à vendredi, et peut-être avec le père de vendredi au lundi suivant, etc. Donc, on parle encore de temps. On ne parle pas de parentage partagé d'aucune façon. Donc, ces ordonnances de parentage, comme je l'ai dit, vont parler de temps parental et qui va prendre les décisions. Et on aura un horaire, un échéancier qui sera en place
qu'on doit mettre en place pour cela. Encore une fois, le ministère de la Justice qu'on doit mettre en place pour cela. Encore une fois, le ministère de la Justice dans son site web, je vous encouragerais fortement à le regarder. Il existe des matériels excellents qui expliquent ces nouveaux changements. Donc, on regarde les anciens changements, ce qui a changé, ce que cela veut dire. Donc, cela pourrait avoir un impact sur les jeunes avec lesquels vous êtes impliqués en ce moment. Maintenant, le projet de loi, de la nouvelle loi sur le divorce va encourager beaucoup plus des modes substitutifs de résolution des différends. Ce n'est pas obligatoire, mais seulement dans la mesure où c'est adéquat que les parents doivent aller à une certaine façon de processus de résolution, un processus substitutif adéquat. Pourquoi? Parce que peut-être ce n'est pas adéquat d'aller sérieux concernant la violence familiale ou quand on a des enjeux graves concernant les drogues et l'alcool ou quand on a des enjeux criminaux qui sont en suspens. Mais tous les avocats maintenant ont l'obligation d'encourager la personne, le client, à essayer de résoudre l'enjeu à travers ce processus de résolution des différends là où adéquat. Et toutes les provinces sont assujetties à de différentes lois provinciales par rapport à ces différents processus et ceux qui sont. Donc, beaucoup de cela dépend de si, par exemple, on a l'argent pour pouvoir se permettre un avocat qui puisse vous aider. B, si on peut embaucher un professionnel de la santé mentale qui puisse vous aider et aider votre partenaire avec cela. Est-ce que l'on a des services de médiation, services de médiation annexés aux tribunaux? En Ontario, par exemple, nous en avons quelques-uns, en Alberta aussi. Donc, chaque province est différente. Et je vous encouragerai donc à voir comment cela va impacter les choses dans chaque province et territoire. Ce n'est pas une liste inclusive de facteurs. Donc, quand on a l'ordonnance du tribunal, on devrait inclure quels sont les besoins de l'enfant, son âge, son stade, la relation avec les frères et sœurs, chacun des époux, les grands-parents ou toute personne ayant un rôle important dans la vie de l'enfant. L'historique des soins par rapport à l'enfant et beaucoup plus sur le côté culturel, linguistique de l'enfant qui inclura aussi le legs autochtone. Et comme je l'ai dit aussi, le tribunal doit maintenant prendre en compte beaucoup plus les enjeux de violence familiale. Donc, le point de vue et les préférences de l'enfant auront beaucoup plus de poids en ce qui concerne leur âge et leur maturité, à moins qu'on ne puisse pas en être sûr s'ils sont plus jeunes ou s'ils ont des difficultés par rapport à s'exprimer. Comme je le dis, c'est consistant maintenant avec la Convention relative aux droits de l'enfant et ce projet de loi probablement sensibilisera les juges, les avocats et les parents, surtout de l'ensemble du Canada par rapport à la perspective du point de vue de l'enfant. Donc, il y a beaucoup de matériel du point de vue de l'enfant que le gouvernement fédéral est en train de préparer pour les juges, les avocats et les parents par rapport à comment obtenir le point de vue des enfants et encourager les points de vue de ces rapports et ces entrevues judiciaires. Maintenant, l'avertissement est que, bien évidemment, quand on pense à changer une législation, là, ma question se pose, d'où viendra l'argent pour fournir les services à chacune des provinces et territoires, étant donné que ces provinces et territoires sont tellement inégaux en ce moment. Et cela ne me surprend pas qu'il n'y ait pas d'argent pour ajouter des services supplémentaires. Donc, on change la législation.
Et là, on a l'obligation d'écouter les enfants, mais on ne fournit pas d'argent aux provinces et aux territoires du point de vue dans le territoire où il y en a qui peuvent se le permettre et d'autres non. Et autre chose très importante que j'ai eu un grand plaisir de voir est la définition de violence familiale. Comme vous le savez, la Colombie-Britannique a probablement l'une des définitions les plus amples de ce qu'est la violence familiale et les gens se demandent est-ce que c'est suffisamment ample ou pas. Il existe des cas où peut-être le juge n'aurait pas prêté suffisamment d'attention. La législation fédérale, pour la première fois, est en train d'inclure maintenant ces enjeux devant vous. Alors, le tribunal doit obtenir de l'information ou commencer à faire des enquêtes par rapport au mauvais traitement corporel qui inclut l'isolement forcé, mais à l'exclusion de l'usage d'une force raisonnable pour se protéger d'une autre personne, les abus sexuels qui comprend la traque et aussi la traque furtive en ligne. Ceci est aussi une partie de cela qui rentre en jeu de plus en plus, ne pas fournir les choses nécessaires à l'existence. Les mauvais traitements psychologiques, c'est une définition très ample. L'exploitation financière, comme vous le savez, l'exploitation financière inclut l'abus inclut aussi menacer de tuer ou de blesser un animal ou d'endommager un bien. Donc, encore une fois, cela on regarde la violence familiale d'une façon beaucoup plus ample. Et les tribunaux vont devoir voir si ces enjeux se trouvent devant eux d'une façon beaucoup plus ample. Et les tribunaux vont devoir voir si ces enjeux se trouvent devant eux. Mais l'application de cela est très nuancée. Donc, ils vont pouvoir évaluer la nature, la gravité et la fréquence des choses. Donc, vous vous demandez peut-être quand cela exige que les professionnels de santé mentale fassent des évaluations et les mettent devant le tribunal. Et vous êtes correct. Les juges ont besoin de la plus grande quantité d'informations possible quand ils vont regarder ces enjeux. Donc, il y a un modèle de comportement coercitif et dominant à l'égard d'un membre de la famille, s'il existe de la violence familiale dirigée contre l'enfant, ou direct ou indirectement, ou l'enfant, le risque à un enfant, le danger à la sécurité de l'enfant ou d'un autre membre de la famille. Donc, vous remarquez qu'on se concentre vraiment à l'enfant en relation aux membres de la famille et non seulement un parent ou un autre. Et que la violence familiale amène l'enfant ou un autre membre de la famille à craindre pour sa sécurité ou celle d'une autre personne. Et la prise de mesures par l'auteur de la famille, plutôt la violence familiale, pour prévenir de futurs épisodes de violence familiale et pour améliorer sa capacité à prendre soin de l'enfant et à répondre à ses besoins. Peut-être la personne peut prouver au tribunal qu'il a pris des classes par rapport au contrôle de ses impulses. Est-ce qu'ils font un suivi avec les ordonnances de liberté conditionnelle, de probation et d'autres choses que le tribunal doit prendre en considération quand il s'agit de l'intérêt supérieur des enfants. Il y en a d'entre vous en Colombie-Britannique qui vont remarquer que ceci répète ce que dit la législation dans votre province par rapport à la violence familiale. Donc, j'ai parlé plus tôt du fait qu'il ne s'agit plus de garde et d'accès, mais de plans parentaux, c'est-à-dire un document qui contient tous les éléments concernant les responsabilités décisionnelles et les contacts à l'égard de l'enfant. On encourage les parents à élaborer leur propre plan en utilisant la médiation ou en s'asseyant avec leurs avocats.
Les parents peuvent soumettre un plan parental au tribunal et s'ils le font, le tribunal devra incorporer ce plan parental à l'ordonnance parentale, sauf s'il estime qu'il n'est pas dans l'intérêt de l'enfant de l'incorporer. Et alors là, le tribunal fera des modifications à ce document. Donc, beaucoup d'entre vous disent, bon, quel est l'aspect de ce document? Et je vous donne ici quelques ressources qui sont très utiles. Encore une fois, moi et un autre collègue venons de compléter pour le ministère de la Justice un guide pour faire des plans parentaux. Cela devra être en ligne bientôt. Les gens pourront rentrer dans le site web du ministère de la Justice, regarder le plan parental et l'écrire à la machine, l'imprimer et même l'emmener au tribunal. On a aussi créé un outil de plans parentaux avec une liste de vérification. On a maintenant le plan parental. Je ne sais pas si c'est encore en ligne. Je n'ai pas regardé ce matin, mais l'ancien pourrait encore être là. Quelques-uns d'entre vous connaissez peut-être Family Wizard, que les parents séparés utilisent fréquemment. Ils ont aussi des plans parentaux. Il y a un frais annuel pour utiliser Family Wizard. En Ontario, moi et plusieurs collègues avons créé un guide de plan parental avec un gabarit. Et si vous allez à ce site web URL, ça vous mène aux tribunaux de conciliation des familles. On a plusieurs groupes en Ontario, en Alberta, et on a créé notre propre, disons, quand on l'a fait pour le gouvernement fédéral, on comprenait que cela devait être dans un certain format. Ce n'est pas aussi développé au niveau développemental comme en Ontario, mais vous êtes libre de regarder les deux. Alors, dans la législation, on parle aussi de conseillers juridiques et quelques-uns d'entre eux ne veulent pas forcément dire qu'il s'agit d'avocats. Il existe des paralégaux qui sont utilisés en Colombie-Britannique, en Ontario, et cela s'ouvre un peu à travers le pays. On encourage les parents à utiliser un mécanisme de règlement des différends familiaux, sauf contre-indication, comme je l'ai déjà dit. Ils informent les parties, des services de justice familiale. Chaque province et territoire a des services de justice familiale financés par le gouvernement et il y en a que vous payez vous-même. Les conseillers juridiques doivent informer leurs clients de leurs obligations au titre de cette nouvelle loi, ce qui veut dire les rappeler d'éviter des conflits. C'est plus facile de le dire que de le faire. Vous y pensez maintenant, bien évidemment. Veiller à l'intérêt supérieur de l'enfant, ce qui inclut le soutien pour la relation de l'enfant avec l'autre parent, et obéir aux ordonnances du tribunal. Encore une fois, c'est quelque chose que l'on dit facilement, mais ce n'est pas si facile à faire. Alors, il existe une obligation législative par rapport aux conseillers juridiques, de dire aux parents, vous devez être de bons parents. Et ce n'est pas seulement un devoir éthique, mais il s'agit de pouvoir aider les parents à comprendre que ceci aide les enfants à s'habituer et s'ajuster à la séparation. Mais dans l'événement où on a un litige, ils sont en meilleure position au tribunal parce que les juges examineront la question à la lumière du nouveau projet de loi. Alors, ces devoirs éthiques, je vous ai donné le site de John Paul Boyd, qui était avocat en Colombie-Britannique et pratique le droit maintenant en Alberta. Et cela va vous mener à son site web où il parle du code d'éthique pour les avocats. Et encore une fois,
ma collègue Nivala Patricia Hébert et moi avons écrit un article qu'on le télécharger gratuitement. Encore une fois, si quelqu'un a des problèmes avec ces sites et vous n'arrivez pas à les télécharger, etc., veuillez tout simplement m'envoyer un courriel et je vous les enverrai avec plaisir. Alors, comme je le dis, le ministère de la Justice est en processus et a développé des matériels formidables, surtout des matériels de formation. Et si vous allez à ce site web, tous les jours, ils le mettent à jour avec de l'information pour les familles, les conseillers juridiques, les fournisseurs de soins. Pourquoi est-ce que je parle des conseillers juridiques? Parce qu'il existe des provinces qui ont d'autres gens qui ont le droit d'aller face aux tribunaux pour représenter des familles. On a aussi des explications, des modifications. Pourquoi est-ce que je parle des conseillers juridiques? Parce qu'il existe des provinces qui ont d'autres gens qui ont le droit d'aller face aux tribunaux pour représenter des familles. On a aussi des explications, des modifications, des explications très claires. Alors, on a d'un côté l'ancienne législation et son libellé et le changement, mais ça vous dit aussi la raison pour le changement. Donc, c'est vraiment très utile comme guide. Et comme je l'ai déjà dit, on aura des mises à jour des documents par rapport à faire les plans parentaux et je suis sûre que les choses seront mises dans le site web très bientôt, sinon déjà. On aura des modules de formation, des matériels de formation qui seront aussi disponibles pour les professionnels et ils seront aussi disponibles pour vous sur le travail que vous faites et sur les enfants et les jeunes. Donc, je voudrais vous remercier pour m'avoir écouté. J'espère que cela a été clair. Je vais maintenant fermer la présentation PowerPoint et je vais maintenant je vais cesser de partager mon écran. Je l'ai déjà fait et maintenant je vais passer à messaging, message et sentez-vous, je vous prie, libre d'écrire vos questions. Les questions vont ici. Je regarde tout simplement pour voir si on a des questions. Je n'en vois pas encore. Il est à peu près 2h moins le quart. Nous avons 10 ou 15 minutes. S'il y a quelqu'un qui a des questions à poser, veuillez, je vous prie, les poser. Je vois plusieurs personnes qui utilisent les choses. Bon, j'espère que cela a été clair. Ah, voilà, nous avons une question. Pas de question. Merci. J'apprécie avoir la plupart de l'information directement sur le PowerPoint. Je suis contente que le PowerPoint ait été clair et que l'information ait été claire. Je l'apprécie. Et comme je l'ai dit, si quelqu'un veut des articles, des matériaux, je serai contente de vous les envoyer. Une autre personne dit qu'ils veulent. Qu'est-ce que les enfants ont dit qui est important pour eux? Fréquemment, dans toute ma recherche, et j'ai aussi une pratique clinique où je parle avec des enfants, ils disent toujours comment ça se fait que tout le monde écoute les adultes et personne n'écoute les enfants. Donc, vous êtes correct, il faut les écouter et c'est certainement important pour eux. Et ça les aide. Ils n'ont pas choisi cette situation, donc cela devient difficile pour eux de s'exprimer. Donc, je vous remercie. Plus tôt, on a posé une question. Est-ce que nous pouvons partager votre PowerPoint avec nos collègues? Absolument. Sentez-vous libre de le faire. Une autre personne a demandé, est-ce que les tribunaux sont déjà en train de mettre en œuvre quelques-uns de ces changements?
Non, parce que la loi ne sera adoptée officiellement le 1er juillet. Donc, on a de la formation et des conversations à travers le pays avec tous les juges et les organismes juridiques sont en train de transmettre cette information à tous les avocats. Comment est-ce que les juges sont en train de réagir? J'ai eu le privilège et l'honneur de faire des présentations face à des juges et quelques-uns semblent être en train de réagir de façon positive. On ne sait pas quel sera l'aspect des choses jusqu'à ce que les choses se développeront. Donc, on voit les choses écrites et on dit, ben, super, maintenant les enfants vont être impliqués, mais après cela, on découvre que quoi? Ben, vous savez quoi? J'habite en Terre-Neuve et Labrador, au nord du Labrador, et nous n'avons absolument pas de service. Alors, pourquoi est-ce que mon enfant n'a pas l'occasion de faire ces choses-là? Donc, vous comprenez qu'il existe, certes, mon enfant n'a pas l'occasion de faire ces choses-là. Donc, vous comprenez qu'il existe certainement des questions autour de ce sujet. Finalement, la question a été, qu'est-ce que est-ce qu'il faut prendre au sérieux les enfants ou finalement on va prendre au sérieux les enfants? Absolument. Une autre question. Le bureau de l'avocat des enfants, oui, ils vont devoir changer maintenant et utiliser le libellé parce qu'encore une fois, chaque province maintenant doit faire que ces lois sur le droit de la famille soient compatibles avec les lois sur le divorce. Donc, les évaluateurs vont devoir changer le libellé de garde et d'accès à plans parentaux et temps parental. Une autre personne a demandé sur l'âge. Il s'agit de n'importe quel âge, ne pourrait peut-être pas s'exprimer, mais nous devons avoir une certaine façon d'obtenir leur information et la transmettre au tribunal. Très bonne question, hein? Une autre question. Est-ce que les services d'assistance aux enfants vont être formés? Je ne peux parler des sociétés d'assistance aux enfants en Ontario. Et bien sûr, pas concernant tout le pays, mais j'imaginerais certainement qu'ils doivent être conscients de ce changement dans la législation. Ils vont devoir être conscients de cela. Comment? Ça, je ne le sais pas. C'est une grande question. Ceux d'entre vous dans les différentes provinces, peut-être vous devriez parler avec quelqu'un dans les sociétés d'assistance aux enfants et leur demander ce qu'ils planifient faire. Je suis sûre que les gars dans les agences de bien-être des enfants qui sont conscients de la législation qui s'approche, tout comme la législation fédérale dans le domaine du bien-être de l'enfant aussi. Une autre personne a demandé comment est-ce que le rapport sur le point de vue de l'enfant sera modifié ou pas. En ce moment, ça fonctionne bien à travers le pays. La Nouvelle-Écosse le fait de façon un peu différente. L'Ontario le fait de façon similaire à la Colombie-Britannique, où on a 2 entrevues avec l'enfant et c'est leur point de vue et leurs préférences qui sont signalées. Les enfants ne parlent pas de garde ou d'accès, ils parlent de « je veux habiter avec cette personne ou cette personne ». Donc, ce libellé probablement continuera à rester de même. De même. Je suis en train de passer en revue si nous avons d'autres questions. Ah, voilà, j'arrivais pas à dérouler les choses. Une autre personne a demandé si la santé mentale est prise en considération dans ce processus. Je suis pas sûre ce que vous voulez dire avec cette question. Parlez-vous de la santé mentale du parent, de l'enfant? Parlez-vous d'enjeux de santé mentale concernant la loi sur le divorce? Les partenaires abusifs, cela tombe
dans la loi sur le divorce, ça tomberait sous la définition de violence familiale et cela, je l'ai expliqué dans le PowerPoint. En ce qui concerne l'information concernant l'enfant, c'est quelque chose de quoi doit être conscient le professionnel de santé mentale quand l'enfant parle de ce qui se passe dans chacune des maisons. Parce qu'encore une fois, les rapports sur le point de vue de l'enfant, qu'il s'agisse de la Colombie-Britannique ou de n'importe quelle province et territoire, il ne s'agit pas d'une évaluation, il s'agit simplement d'une petite capture d'écran de ce qui est en train de se passer avec l'enfant en ce moment en particulier. Et ce rapport s'en va aux tribunaux. Encore une fois, en Ontario, ce que je comprends est que maintenant que les bureaux des avocats des enfants fournissent ce service comme une partie de leur pré-service, si l'un de leurs travailleurs sociaux pense aussi qu'on doit aussi avoir une évaluation plus étendue, certainement, ils le feront. Je veux voir si nous avons d'autres questions. Je vais vous donner un couple de minutes de plus. Quand je parle de la nouvelle loi sur le divorce, je suis consciente en travaillant avec cela de différentes façons pendant des années et en ayant écrit là-dessus, en faisant des évaluations des parents, y compris quand on a des enfants avec des besoins spéciaux. J'ai été vraiment immerse là-dedans et parfois, je tends, disons, à oublier que beaucoup de personnes ne sont pas encore conscientes de cela. Je vous remercie beaucoup. Alison, merci pour le travail. Déjà le faire. Mon seul regret est qu'on n'a pas fourni de financement et de services supplémentaires aux provinces et aux territoires pour aider à gérer beaucoup de ces enjeux. C'est mon seul regret. Donc peut-être avec le temps, ils le verront. Ça va prendre du temps jusqu'à ce que ceci se développe complètement, mais nous verrons ce qui va se passer en fin juillet, disons, jusqu'à septembre. Comment cela va faire des progrès sous la nouvelle loi. Selon la nouvelle loi. Désolé, c'est mes courriels. Je maintiens le volume allumé et puis je reçois tous ces courriels. Je vous donne encore un peu de temps et si vous n'avez vraiment plus de questions, je vais tout simplement, puis je reçois tous ces courriels. Je vous donne encore un peu de temps et si vous n'avez vraiment plus de questions, je vais tout simplement vous permettre de partir. Encore une fois, si vous voulez l'un des articles desquels j'ai parlé, je serais heureuse de pouvoir vous les envoyer. Vous pouvez certainement les trouver facilement. Vous pouvez m'envoyer un courriel. Pouvez-vous nous fournir votre adresse courriel? Certainement, c'est @uwo.ca. Vous pouvez certainement me trouver, je vais apparaître, je suis certaine, au Collège Université King's à London et vous pouvez sans doute m'envoyer un courriel là-bas. J'attends voir si on a d'autres questions. J'obtiens des mots de remerciement et je les apprécie beaucoup.
faire que les gens doivent rester si on n'a plus de questions. Vous savez comment me contacter. Quelqu'un a demandé, est-ce que peut envoyer votre PowerPoint et l'information pour vous contacter? Je crois qu'elle l'a fait. C'est une partie de cette présentation. Quand j'ai parlé plus tôt par rapport à cela, le PowerPoint était annexé, mais vous pouvez télécharger les diapos dans l'onglet des documents qui est du côté droit. Donc, on a les messages, les sondages et les documents, et c'est de là que vous pouvez les télécharger. Et comme je l'ai dit auparavant, on l'a en anglais et en français. On l'a en anglais et en français. Si vous avez des problèmes à les télécharger, Reamer, @boostforkids.org. Je pense qu'on a posé une question auparavant par rapport au fait que les gens ont des problèmes à télécharger ces diapos, ou peut-être ils ne savent pas qu'en fait on peut le faire. Alors, nous arrivons à 2 heures de l'après-midi. On aura dû terminer et je vous remercie énormément de m'avoir écouté. Je sais au moins qu'on a plusieurs personnes là parce qu'on a eu plusieurs questions et je vous remercie beaucoup. Et encore une fois, je vous remercie tous et toutes pour le beau travail.